Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mars, déjà mercredi 11 mars, le temps passe vite. Et comme vous pouvez le voir, je suis sans Rémi, on est un petit peu en garde alternée en ce moment dans le NFT Morning, mais il n'est pas très loin, il est derrière, il va peut-être passer un bout de museau à un moment donné, mais heureusement, je ne suis pas seul. Et d'ailleurs, en fait, j'ai beaucoup de chance que Rémi m'ait laissé l'honneur et le plaisir d'animer cette room parce que on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Joséphine Louis, donc de l'agence Fusion. Salut Joséphine, ça va? Salut John, ouais super et toi? Eh ben génial, un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et puis tu viens en plus avec un projet, le genre de projet qu'on aime, on va dire, hein. Donc c'est tout simplement la collection Rug qui est en ce moment présente sur la plateforme Verse et donc qui est faite, créée, dirigée par l'artiste Thomas Collet qui est avec nous aujourd'hui. Shaper Thomas, comment vas-tu? Salut John, ça va super bien. En tout cas, je suis super content d'être ici et merci de nous accueillir aujourd'hui. Eh ben, alors, tout de suite, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'une collection. C'est vrai, quand on parle dans le monde de l'art numérique, quand on parle d'une collection, on imagine nos JPEG préférés. Et il y a du JPEG. Mais... Exactement. Mais en fait, là, on rentre tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus tangible et d'en plus un lien, on va dire, entre l'industrie, j'ai presque envie de dire l'industrie, dans ma tête, c'est le début du XXe siècle avec les métiers à tisser la modernité avec ce projet du coup Rug qui est en ce moment présent sur Verse et donc où justement Thomas s'est approprié des métiers jacquard pour créer justement une collection non seulement d'art numérique, mais aussi de tapisserie. Mais Joséphine, je préfère avoir ton résumé que le mien. Eh ben, exactement, c'est à peu près ça. Donc, c'est fin du 19e, 20e siècle, l'invention donc des métiers à tisser jacquard. Toi, tu connais bien parce que tu viens de Lyon, mais ça a été très approprié par les canuts de Lyon. Et en fait, on a trouvé énormément de similitudes entre ces métiers à tisser jacquard qui reposaient donc sur des cartes perforées. Donc c'est un peu les ancêtres du code et de l'informatique. Et on retrouve des similitudes avec le numérique finalement et le code en fait qui est très présent dans les travaux de chez Pertham, donc Thomas Collet. Et donc, en fait, on l'a accompagné en fait dans ce projet de tapisserie jacquard pour transposer en fait des images, l'image numérique, vers la tapisserie jacquard. Donc en fait, Rug, c'est un projet en fait qui est à la croisée de l'art numérique et de l'artisanat textile, donc ce savoir-faire français qui était répandu du coup à Lyon, ensuite dans le nord-est de la France et aussi en Belgique. Et donc Thomas est basé à Bruxelles, lui. Et on trouvait ça pertinent de mêler en fait différents savoir-faire et pratiques très contemporaines de l'art numérique. Donc on parle bien d'image à la base. On parle d'image à la base et donc enfin tout de suite pour rentrer un peu juste pour être vraiment dans le présent. Donc cette collection est déjà ouverte sur Verse. On vous partage aussi l'URL tout de suite. Comme ça, vous pouvez visiter aussi par vous-même. Donc c'est The Rug, en effet, Rug by Shaper Tom si vous êtes directement sur Verse. Ou voici le lien que je vous partage. Et donc, il y a un certain nombre de pièces. Et juste pour comprendre aussi, parce que tu as dit on a du numérique et du physique. Donc, qu'est-ce qu'on, en tant que collectionneur, on fait l'acquisition de quoi finalement? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur Verse? Donc, il y a plusieurs images qui sont en fait des cartons, des matrices qui vont servir à retranscrire du coup l'image en tapisserie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs formats différents. On a fait les portals donc, qui sont
très très grands, 2 mètres sur 1,50 m. Après, on a des formats moyens qui s'appellent les windows et les icônes qui sont Ça, c'est un un peu plus portal, petits. par exemple? Alors, celui-là, C'est un Windows. est-ce qu'on a le nom? Je te fais des pièges. Ouais. C'est un portal, celui-là, Thomas. Là, celui-ci, c'est un Windows. En fait, les portals, il y en a eu 2. Il y en a Effectivement, 2, les portals. Ah ouais, mais il y a un filtre en plus. Hop. On a Voilà. Torrent. Voilà, super. Ça, On a parfait. Torrent et Tide. Voilà. Très bien. Donc, on a différents formats, en fait. Et une fois, le principe, c'est que le ou la collectionneuse sélectionne l'image qui lui plaît le plus. Et ça fonctionne comme une précommande. Donc, nous, on ne les réalise pas avant parce que ça nécessite du coup d'acheter du fil. Et aussi, il y a des délais de production qui sont assez importants, de l'ordre de 5 à 6 jours pour les très très grands formats. Et donc c'est du coup Thomas qui les réalise au musée de l'industrie de Gand, parce qu'il est en résidence, il sera en résidence donc en août. Génial. Alors attends, donc donc c'est très clair. Et donc Là, ce qu'on achète, en fait, c'est donc le NFT qui est finalement un certificat de propriété et d'authenticité et qui renvoie vers la tapisserie qui sera bien tissée par Thomas. C'est très clair. Et donc oui, on a le NFT. Et donc un peu plus tard, la tapisserie sera produite directement donc à Gand. Donc c'est en fait bon. Là, je suis un peu, je vous partage un peu aussi tout de suite parce qu'on est à la fois, en effet, à l'intersection de plusieurs mondes. Et donc, on voit un peu, tu m'as partagé aussi, il y a une super doc, justement, que tu nous as partagé aussi, Joséphine, qui explique tout le projet, justement, et ces machines de métiers à tisser qui sont assez impressionnantes. Comment, finalement, un artiste justement numérique comme Thomas, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, Joséphine, d'ailleurs un peu le background de Thomas, se retrouve dans un projet, pour le coup, complètement post-industriel, j'ai envie de dire. Complètement. En fait, du coup, Thomas, je parle pour toi, mais à la base, Thomas, c'est un artiste numérique. Qui est passé par plusieurs étapes puisqu'il a été diplômé de l'école de la Cambre à Bruxelles. Il a tout d'abord s'est inscrit dans la gravure et dans le dessin pour ensuite explorer différents modes d'expression. Donc il y a eu notamment la vidéo, la programmation, mais surtout le glitch art. Et Shepperton est très connu pour en fait déformer, détériorer en fait des vidéos et des images par le glitch. Donc le glitch, la fameuse erreur informatique. Et en fait, il vient brouiller donc les couleurs et les formes comme ça. Et on le retrouve notamment sur Super Rare, sur Foundation, sur Object. Et allez voir son Twitter, c'est vrai qu'il est très très suivi par de nombreux collectionneurs et ça fait déjà pas mal de temps qu'il mine des NFT. Thomas, tu me diras, mais depuis au moins 2021-2022. Ouais, c'est ça, 2021, ouais. J'ai commencé. Et du coup, en fait, il s'amuse en fait à détourner cette imagerie qui est assez conventionnelle. Donc, il s'appuie sur des photographies qui sont issues d'Internet, des fois d'images satellites, de Google Earth, et il vient un peu brouiller cette image qui sont souvent des paysages industriels, assez urbains, des ports, des cargos, des usines. Et en fait, il vient archiver ces images-là dans un premier temps et ensuite les rendre totalement chaotiques et fragmentées. Donc, il s'inscrit dans le glitch, principalement. Et donc, nombreuses de ces œuvres ont été exposées dans des institutions, dans des galeries. Et aujourd'hui, du coup, il revient en force avec le projet Rug, donc tapisserie,
puisqu'il y a de nombreux liens à faire entre le code et les machines à tisser jacquard dans leur essence. Très bien. Voilà. Ok, non, c'est très clair. Et en fait, on voit, et là, donc, en fait, la question déjà, enfin, moi, ce qui m'intéresse déjà, Joséphine, c'est comment on passe de cet univers numérique à justement un moment, je sais pas, je sais pas si j'imagine que vous connaissiez un peu, c'est quoi la genèse du projet finalement? Peut-être Thomas, tu peux en parler aussi de ton côté. Oui, bien sûr. Déjà, c'est bien que Joséphine ait fait la présentation parce que tu es beaucoup plus concise que moi. Je serais sûrement parti dans plein d'explications et sorti de même la question. Donc, n'hésite pas, John, à me dire aussi si je pars. Te couper. Ouais, c'est ça, parce que en plus, j'en parle avec beaucoup de passion. Donc, voilà. La genèse du projet, c'est en fait, moi, je me suis rendu compte que l'intuition que j'avais au départ, c'est que j'avais envie d'avoir à nouveau un travail physique déjà, quelque chose que je puisse toucher, comprendre dans sa matérialité, là où c'est un peu plus compliqué effectivement en vidéo, en digital en général. Et comme ça a été toujours mon sujet, l'industrie, de voir aussi ces formes-là se évoluer devant moi, donc je me suis dit à un moment que ce serait intéressant de faire des formats physiques. Et le textile est venu assez rapidement dans ma tête parce que j'avais beaucoup de potes à moi qui étaient designers textiles et qui m'avaient dit depuis longtemps que dans la construction des images que j'ai en glitch, ça se rapprochait assez fort de ce qu'on pouvait trouver en jacquard particulièrement. Et donc ça a été la première piste. Après, je me suis rendu compte que effectivement, c'est un travail qui demandait des proportions plus importantes, à la fois pour financer, pour organiser, pour comprendre, pour se former. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là que moi, j'ai fait appel à Joséphine et Kim, donc l'agence Fusion, qui m'avait proposé en fait déjà une collaboration pour travailler avec d'autres personnes du milieu plus NFT. Et ça a été l'occasion d'organiser le projet, de planifier, de faire en sorte que les choses arrivent étape par étape, parce que c'est vraiment ça qui est important dans ce genre des projets d'envergure, en fait. C'est qu'on Ça est fait obligé... déjà 1 an qu'on Ouais, ça fait réfléchit 1 au an, projet. J'imagine, ouais, j'imagine, bien quelques sûr. mois, ouais. Et donc, en plus, c'est ça, c'est une temporalité qui est assez... qui change par rapport au projet NFT que ce que j'ai pu faire avant, c'est-à-dire que on est sur une série qui demande beaucoup plus de temps, de formation et en fait, de concentration sur plusieurs mois avant de donner des premiers résultats. Et donc là, ça a vraiment débuté le projet. En fait, on savait pas exactement si ça allait être d'ailleurs le jacquard, si ça allait être, je sais pas, n'importe quelle forme de tissage. Et petit à petit, parce qu'effectivement, il y a une histoire du tissage qui est assez importante en Belgique aussi, et notamment dans les villes comme Gand, qui est pas très loin de Bruxelles. Il y a pas mal en fait, de restes de cette culture-là, parce que ça a beaucoup évolué dans les années 70. C'est comme en France, il y a beaucoup de choses qui ont été déplacées, notamment en Asie, pour des questions de coût. Et donc, il y a toujours ce patrimoine-là qui est présent et qui est visitable, en fait, dans des musées aujourd'hui. Et là, les photos qu'on voyait au début, donc celle où je suis en train de tisser, c'est effectivement dans un musée que c'est en train de se passer. Donc, c'est assez intéressant, puisque moi, l'ambition que j'avais avec cette idée-là, du jacquard et de cette technique, c'était de faire une sorte de boucle, de revenir en arrière sur ce qu'étaient les outils que j'ai utilisés jusque-là, le numérique et ses ancêtres. Et donc, c'est une sorte de boucle où c'est drôle de voir, en tant qu'artiste, de se voir travailler dans un musée et réaliser ces pièces comme ça au milieu des spectateurs. C'est assez intéressant. D'accord, très bien. Parce qu'en effet, du coup, comment ça s'est fait la relation, du coup avec le musée? C'est quoi? C'est le musée de l'industrie de Gand, c'est ça? C'est ça, le musée de l'industrie de Gand. En fait, eux, ils ont tout simplement un calendrier où on peut louer une machine. Donc, c'est une TC2 pour être technique, c'est exactement celle que tu nous montres, John. C'est une machine qui permet beaucoup d'expérimentation. Donc, il y a toute une sorte de communauté de tisseurs qui utilisent cette machine-là. Donc, c'est des artistes qui viennent de Gand et des alentours. Et donc, c'est assez intéressant parce que, disons que
Pour vous donner vraiment un cas concret, quand je vais travailler sur cette machine, j'arrive le matin, 9h, je fais une journée comme une journée à l'usine, on va dire, c'est 9h jusqu'à, bon, ça dure peut-être moins longtemps même qu'une journée à l'usine. Je finis à 17h, mais quand j'arrive, il y a le travail de quelqu'un d'autre qui est passé avant. C'est-à-dire qu'on a une chaîne qui est montée sur la machine. Et une fois que la personne a fini, elle finit son travail, et puis moi, j'enchaîne sur une autre. Et il faut s'imaginer que c'est comme une tapisserie infinie quasiment, où les gens viennent petit à petit poser leur travail. Et c'est ensuite redécoupé pour que chacun ait sa pièce. Donc voilà, c'est vraiment très très différent de la manière dont je pouvais créer de la vidéo avant. Faut se dire que dans les process de vidéo, il y a parfois 60, 120 images par seconde. Elles sont générées, elles sont recompressées, tout va très très vite. Là ici, pour une image, donc le format Portal qu'on voyait, en gros c'est la taille d'une porte, c'est à peu près quasiment une double porte. Ça prend une semaine à être fait, sans compter les expérimentations, sans compter les erreurs, tout ça. Donc c'est un travail qui est lent, qui est physique. Et moi, ça a été un plaisir de redécouvrir ça parce qu'en fait, dans le dessin, il y avait déjà cette lenteur aussi dans le travail. Et ça permet de voir l'image différemment. En tout cas, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Incroyable. Mais ça veut dire que là, pour chaque commande, en effet, tu vas immobiliser une machine pendant 2 semaines, c'est ça? C'est ça. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait vu. Donc, une des choses qui est organisée, justement, et qu'on a fait avec Fusion, c'est justement cette manière-là de projeter le travail dans la durée. Parce que, effectivement, si on crée une série comme Rug et qu'il y a un certain nombre de pièces qui doivent être créées, ça prend du temps. Et effectivement, il n'y a pas de raccourci avec ça dans la manière dont c'est créé. Parce que je parlais avant de l'idée d'aller vers des manufactures, voire de l'industrie, mais en fait, pour l'instant, c'est fait main, et donc c'est quelque chose qui, en tout cas, me tenait à cœur pour vraiment comprendre les matériaux, comprendre la réaction des fils en réel, parce que c'était le besoin que j'avais au départ, vraiment de pouvoir toucher les matériaux. Bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, donc tu as beaucoup joué, expérimenté, testé les rendus, fait des allers-retours entre toi sur ta machine et finalement, oui, le rendu, parce que forcément, entre ce que tu vois sur un écran et ce qui est tissé en réel, tu as des problématiques de couleur, de physique, de texture qui sont forcément différentes. Exactement. Sur le PDF, par exemple, on a essayé de décomposer ces différentes phases, de passer d'une image qui est purement numérique avec une certaine logique de RVB, tu vois, et comment le passer en fait en logique d'impression CMJ, où tu vois, tu as des fils organisés en armure. Tu as une structure de la trame textile, et en fait, c'est différentes logiques que tu dois renvoyer vers la machine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une légère différence entre l'image qu'on propose, qui est d'ailleurs la matrice, le carton qui va être envoyé vers la machine. Génial. Et en fait, cette phase-là, elle a été extrêmement délicate parce que ça a nécessité, tu vois, plusieurs essais. Et ce qu'on n'a pas trop dit, mais c'est que pendant quelques mois, 6 mois, 9 mois, il y a eu toute cette phase de R&D, recherche et développement, sur quels va être les bons fils à utiliser. Thomas, toi, à plusieurs reprises, il y a eu des erreurs, des fils qui sont trop lâches. En fait, Pardon, je te coupe un peu, mais même en étant vas-y. glitch artiste, c'est vrai qu'il y a des erreurs qu'on veut éviter quand même quand on veut un objet qui fonctionne et qui tient à la fin. Exactement. Du coup, tu as commencé tes expérimentations au TextLab de Liège pendant quelques temps, où là, pour le coup, c'était beaucoup plus manuel que le MIAT. Et en fait, dans cette phase-là, du coup, on a fait appel à un sponsor parce que ça nécessitait d'acheter pas mal de fournitures, donc tous tes fils, louer la machine. Et en fait, il y a eu donc un collectionneur qui s'appelle Daguidi
qui a acheté, qui a fait sa première précommande. Et grâce à ça, du coup, on a pu faire. À financer Ouais. financer le projet. C'est clair, mais comment dire, c'est vraiment important de le souligner parce que c'est une forme de mécénat dans le sens, il faut comprendre que Daguidi, c'est quelqu'un de passionné, c'est un collectionneur qui prend le temps de comprendre, à la fois techniquement, mais aussi les contraintes. C'est vraiment quelqu'un de vraiment attentionné dans la manière de suivre des travaux et qui a effectivement fait confiance quand il y avait très très peu de résultats encore. Donc ça, c'est quelque chose qui est à souligner parce que les collectionneurs, ce que je comprends, ont souvent besoin de comprendre bien ce qu'ils collectionnent avant de prendre le risque, on va dire. Donc voilà, c'est important de rappeler ça, effectivement. Donc C'est c'est un ça, pari on aussi n'était pas sûr du résultat. c'est un pari sur vous aussi, finalement. Ouais, clairement, clairement. Génial. C'était aussi un collectionneur qui te suivait depuis longtemps, qui te faisait confiance. Et puis il savait aussi que tu étais bien entouré au musée de l'industrie parce qu'il y a des gens sur place qui t'ont formé. Mais du coup, alors justement, le musée de l'industrie, enfin, vous avez des interlocuteurs. Comment se passe la relation avec eux finalement? Alors en fait, si tu veux, ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au départ, moi, j'étais juste vraiment concentré sur cette machine pour Oui, au faire départ, tu réservais des slots comme tout artiste qui a envie d'expérimenter avec le métier, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis après, de fil en aiguille, donc de discussion avec le technicien, avec la curatrice de l'étage de textile, j'ai commencé à demander si déjà il faisait des résidences, parce que moi, ce que j'avais en tête, c'était déjà de me former toujours, mais aussi d'être en capacité de voir s'il y avait d'autres artistes, d'autres techniciens, des choses que je pourrais apprendre. Donc il y a ce lien-là avec les techniciens. Le lien avec la curatrice qui, au fur et à mesure, a abouti à une résidence donc qui va en fait commencer dans les prochaines semaines et se conclure sur une exposition à la fin de l'année en novembre. Donc ça, c'est une info que j'ai pas encore sortie. Donc voilà. Génial. Quoi, donc une exposition au musée directement? Au musée directement. Donc c'est assez c'est assez chouette parce que les choses se sont alignées assez comment dire, parfaitement. En gros, ils avaient prévu déjà depuis quelques temps de faire une exposition sur les ordinateurs. Et donc, voilà, sans trop spoiler. Je me disais que c'était arrivé vite quand même, parce que des fois, les cycles de programmation des musées sont quand même un peu plus longs. D'accord. Ah oui, là, ça s'est bien goupillé, génial. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une équipe qui est vraiment chouette. Disons qu'en plus, il y a cette idée où je pense que dans cette exposition-là, ce que moi je comprends aussi là-dedans, dans ce que je peux réaliser, c'est que ça pourra créer un lien entre des technologies et un patrimoine qui est là depuis le début de la révolution industrielle, et en même temps lier ça avec le glitch notamment, à des pratiques beaucoup plus récentes, ou en tout cas qui se renouvellent toujours, et qui donc du coup peuvent donner des formes assez singulières. Donc je suis vraiment content de cette collaboration avec le musée. Et puis c'est assez drôle de voir aussi la différence qu'il y a entre le milieu NFT où tout va très vite, où les résidences se font d'une semaine à l'autre et on a beaucoup comme une espèce d'ébullition, au mode musée qui en fait lui est beaucoup plus lent, mais aussi qui réalise des choses différemment, avec peut-être plus de travail de fond sur le fait de tisser du lien avec l'histoire, ce genre de choses qui est en fait le travail du musée. Et donc, je suis vraiment content de voir ça se réaliser. Non, mais honnêtement, c'est exceptionnel. C'est vraiment un très beau projet. Évidemment, le glitch, on le voit dans chacune des tapisseries. Enfin, c'est le concept, hein, un peu cette fusion justement entre les références au glitch de l'informatique avec un métier extrêmement traditionnel et faire le lien un petit peu autour de ça, avec en plus, on a tous un questionnement en ce moment en plus sur le rôle des machines qui est assez prépondérant et en fait qui est déjà, qui est presque une question qui a débuté avec la révolution industrielle en fait. Hein, déjà, est-ce qu'on va tous être remplacés par des machines? Complètement. Et qu'on se posait déjà il y a un siècle. L'histoire des canuts, hein.
la révolution Mhm. des canuts à Lyon. Ouais. Justement, Exactement. avec l'apparition de la machine à tisser jacquard, ils se sont tous dit ah bah, ça vient supprimer différentes étapes. Est-ce qu'on va être remplacé? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une Et réflexion que je mène depuis un certain temps avec aussi la communauté des gens qui font du glitch. C'est où est-ce qu'on peut trouver des erreurs dans les process qui ont des intelligences artificielles qui font partie de la discussion. Et moi, c'est un des domaines où je me rends compte que ça ouvre un nouveau terrain de jeu en fait pour les artistes et notamment ceux qui font du glitch. Parce que dans la réalisation donc, de l'algorithme qui me permet de traduire les images, je suis en discussion avec des IA pour voir un peu ce qui est le plus intéressant. Et là où le glitch apparaît, c'est quand les choses sont pas tout à fait déterminées. Donc, quand les contours d'un projet sont encore, comment dire, peuvent amener à des erreurs d'interprétation. Donc moi, là où c'est le cas, c'est que je viens d'un endroit où j'étais plus intéressé par la compression vidéo, par les glitches vidéo, et que tout ce savoir-là technique, je l'incorpore dans l'algorithme. Et donc, ça donne lieu à des discussions entre, on va dire, l'expertise qu'il y a au niveau du jacquard et l'expertise au niveau de la compression vidéo. Et ça donne des mariages assez étonnants dans l'image. En tout cas, moi, je m'éclate vraiment énormément là-dedans. Et là, du coup, sur le process, d'ailleurs, enfin, on l'a pas dit, mais oui, on est dans le monde de l'art génératif. Donc, voilà, tu as un algorithme que tu travailles, une palette, on va dire, et voilà, différentes manières de faire apparaître le glitch, justement, j'imagine. Enfin, je résume ça avec mes mots de barbare. Et donc là, on est sur un format là enfin, délibérément curaté, enfin, je veux dire short form. Donc ça veut dire il y a combien de pièces déjà? Il y en a. Alors là, dans la série, dans le catalogue, je crois qu'il y en a une vingtaine, Une quelque vingtaine chose de comme pièces. ça, ouais, ouais. D'accord. Donc il y a une vingtaine de pièces. Donc j'imagine que oui, tu as dû en sortir des centaines et des centaines pour pouvoir Ouais. sélectionner, du coup, cette vingtaine de pièces, c'est ça? Complètement. En fait, c'est souvent c'est une bonne remarque parce que ça se voit pas forcément dans le catalogue quand on travaille pas avec l'image, mais effectivement, dans les process génératifs, il y a à la fois un foisonnement d'images qui ne fonctionnent pas entièrement et donc on laisse de côté. Et il y en a qui fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire que dans la création des matrices, ce qu'on appelle donc les cartons en jacquard, il y a des choses qui parfois esthétiquement sont intéressantes d'un point de vue du glitch, d'un point de vue visuel, mais sont irréalisables. Donc tous les tests, les essais que j'ai pu faire de côté, ça a laissé un peu sur le côté une grande quantité d'images. Et donc celles qui au final ont fonctionné, c'est une combinaison de pas mal de facteurs en fait. Il y a à la fois l'avancée dans l'algorithme. C'est un algorithme que je continue de développer sur le côté. D'ailleurs, cette série-là, donc, elle est vraiment construite sur la logique du pixel, donc rouge, vert, bleu, dans les fils utilisés. Et pour la suite, c'est un projet qui va aussi toucher plus de couleurs, peut-être potentiellement des collaborations avec d'autres artistes à un certain moment. Et là, on est vraiment sur la base que j'ai commencé à faire. D'accord. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que là, t'es pas dans enfin, c'est pas un one shot, c'est pas une parenthèse, c'est presque un nouveau commencement pour toi dans la manière dont tu Ouais. t'exprimes. Donc, on voit que c'est la première pierre d'un édifice que tu as envie de travailler pendant les prochaines années, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est assez marrant parce que en fait, ça s'apparente donc à de la tapisserie dans la manière de montrer le travail. Donc, ça a été montré dans déjà une exposition à Berlin, au mur, comme on pourrait le faire avec une tapisserie, une peinture. Mais j'ai appelé ça rug. Et en fait, rug, pour moi, c'est aussi l'idée que c'est la base de mon travail textile. C'est ce que je mets au tout départ pour construire par-dessus. C'est vraiment comme tu disais, la première brique d'un édifice. Et ce que je vois là-dedans, alors après, il y a tout le jeu de mots avec ce à quoi Oui, renvoie. dans la description verse, on a un petit jeu de mots sur le rug pull. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça, j'aime beaucoup travailler un peu cette notion-là sur des mots très courts. Dans mes séries, c'est souvent ça, quand on prend rad, raw, tous ces formats-là que j'ai pu construire. Là, on voit aussi comment dire,
la racine de mes expérimentations qui est dans les formats vidéo, MP3, MP4. On est toujours sur une espèce de contraction comme ça de l'image, de ce qu'on en fait. Et donc Rug, pour moi, c'était une manière de dire, essayer de replacer la question de la confiance dans la crypto autour du thème Rug qui voilà, fait pas forcément plaisir. Quand on parle de Rug, c'est plutôt pour parler d'un moment où on s'est fait arnaquer, où les choses ont disparu en fait sous nos yeux. Et donc là, je voulais replacer ce terme-là comme un terme de confiance, c'est-à-dire comme j'ai pu en parler avec Dagidi, donc le collectionneur, ça demande d'avoir une certaine confiance parce que c'est des œuvres effectivement qui sont créées. Les collectionneurs sont pas forcément là pour voir le temps que ça prend pour moi. Le fait de payer une œuvre et d'attendre, c'est aussi une posture assez différente. Donc voilà, je voulais Non, mais bien redéfinir. sûr. Non, non, c'est ouais, très sympa comme clin d'œil. Et c'est marrant parce que toi, Thomas, tu es aussi, enfin, tu as un petit pied dans le monde de la crypto, mais t'es pas non plus, enfin, tu as d'abord une carrière, on va dire, plutôt d'artiste vidéo, comme on dit, j'ai envie avant même d'être dans ce monde dit NFT, quoi, c'est ça? Ouais, complètement. En fait, pour moi, le moment où les NFT sont arrivés, c'était la pièce manquante d'un puzzle que j'étais en train de constituer parce que j'étais très, très attiré par le médium vidéo, notamment dans la réalisation de clips vidéo, dans la réalisation aussi de shows, de sets musicaux, etc. Donc, c'est un domaine que j'ai toujours à cœur de travailler, même si j'ai moins le temps de le faire maintenant. Mais c'est à la croisée entre, en fait, le monde de la musique, qui parfois recoupe avec le monde des galeries, mais c'est quand même des milieux assez différents. Les cryptos, et je me rends compte que tout ça évolue quand même de manière assez naturelle. Là où, quand j'étais encore à l'école en dessin, là pour le coup, c'était plus tourné vers l'art contemporain. Mais je crois que moi, j'ai un profil, on va dire, qui s'intéresse à un peu briser ces choses-là, c'est-à-dire que j'aime bien sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai souvent voulu être l'outsider, en fait, dans certains milieux, parce que ça Oui. donne un renouveau aussi dans la pratique, et puis ça permet de mélanger les savoirs aussi. Ouais, c'est parce que tu t'ennuies un peu, en fait. À un moment, tu te dis, tiens, faut que je sorte de ma zone de confort, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Non, Je non, pense que mais c'est ça. en effet, c'est très ambitieux et ce format, enfin, c'est vrai que le format, le format tapisserie, en plus, c'est vrai que se prête. Enfin, je pense que c'est un moyen. Enfin, pour moi, le métier à tisser, c'est de la même manière qu'on a un peu un plotter ou d'autres machines, on va dire créatrices, fait un peu ce lien justement entre le code et le physique, quoi. Ouais, complètement. Complètement. En fait, tu vois, quand on parlait de cette idée d'être outsider ou de s'ennuyer, de vouloir renouveler sa pratique, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse là-dedans, c'est de jamais devenir euh, l'expert d'un domaine, tu vois. De pas. Je me suis rendu compte aussi que dans le glitch, il y a ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir quelqu'un s'approprier un médium qui n'est pas forcément le sien, avec, de base en tout cas, avec un bagage qui est différent. Et c'est quelque chose que je remarque dans le monde des NFT aussi, notamment dans l'abstraction. Quand je vois le travail d'une personne qui fait quelque chose qui s'apparente à de la peinture abstraite et que je ressens des références qui sortent un peu du milieu NFT, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment très attentif. Je crois que ça me parle encore plus. Et finalement, dans la série Rug, je pense qu'il y a une part de mon passé de dessin, de dessinateur, de monteur, de glitcher vidéo. Tout ça est sur la même surface, finalement. Mais effectivement, je crois que c'est la peur de devenir expert, c'est la peur de ne plus pouvoir me renouveler une fois que le savoir est trop ancré. Je pense que c'est quelque chose qui me De trotte en tête. de s'encrouter presque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis surtout, comment dire, d'avoir l'impression de tenir à quelque chose d'un peu fragile, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les savoir-faire sont souvent remis en cause, dans le sens, on parlait d'IA avant, c'est vrai que quelle est la valeur d'un savoir-faire et d'une expertise
quand petit à petit, ça se fait englober par une fonctionnalité d'IA, d'intelligence artificielle. Et je pense que, enfin, ça c'est ma manière de voir les choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui avec les outils qu'on a numériques dans le fait de créer des ponts, des liens qui n'existent pas de base. Et donc voilà, c'est un peu ce que je cherche à faire. Non, mais c'est très clair dans cette lancement, ce collection, et donc, enfin, pardon, dans cette collection. Et j'avais en fait la question que je me posais. Donc, tu disais, en fait, c'est déjà un projet qui a commencé à vivre, hein. Tu as dit qu'il était exposé à Berlin. Donc, vous prévoyez, c'est quoi un peu donc là, on a eu cette exclusivité sur l'expo autour des machines au musée de Gand, justement, en octobre ou novembre prochain, si je me souviens bien. Novembre, ouais. Novembre prochain. Donc là, c'est quoi un peu le calendrier à venir, Joséphine, là, à partir de là, on est le 11 mars. C'est quoi les dates clés de l'année là? Alors, du coup, l'agenda est assez clair pour cette année. Donc, en août, donc Thomas a à sa disposition les machines à Gand. Ça va être une étape extrêmement importante. Donc, tout le mois d'août, c'est le moment de production. Tu as les machines 24/7, j'ai envie de dire, c'est ça? Et donc, c'est parti. Ouais. Exactement. Ouais, à savoir qu'on a dit, il y a 4 à 5 jours de production pour des grands formats, les petits un peu moins, mais voilà, Thomas, il va carburer pendant un mois. Et ensuite, ce qu'on aurait aimé faire, et c'est toujours en cours de discussion, c'est que tout va être produit au bout d'un mois, et on aimerait faire la réunion de tous ces formats qui ont été créés et de pouvoir les exposer quelque part, probablement à Paris, parce que c'est là que la scène oui, NFT est très active. Et voilà, pourquoi pas faire une exposition. Donc là, on est en train de chercher un lieu avant de pouvoir les restituer à leurs collectionneurs. Parce qu'après, il faudra s'occuper des expéditions. Évidemment. Ça va être pas une mince affaire. Parce qu'on en voit partout, en fait. Là, pour l'instant, on a 9 tapisseries qui ont été précommandées. Donc, à savoir qu'on a dit qu'il y en a une vingtaine. Pour les portals, les énormes formats, il y en a 6. Pour les moyens formats, il y en a 6 aussi. Et les petits, donc les 50 sur 30, on est à 9. C'est toutes des œuvres uniques, hein. Donc, c'est 9 œuvres. On les a remis dans le catalogue. Donc voilà, ça va faire beaucoup à produire et on aimerait les mettre en avant. Il y en a une autre aussi qu'on n'a pas précisée, mais qui est exclue de cette série, qui intégrera la collection permanente du musée de l'industrie de Gand. Alors non, ça a changé effectivement dans la manière. J'ai discuté de ça hier. C'était une news. Okay. En fait, dans la manière dont ça va être fait à Gand, je réalise potentiellement. Alors, je vais pas trop m'avancer parce que pour l'instant, c'est encore assez flou, mais ce sera plus une œuvre de grande envergure, ça c'est sûr, donc dans le format portal, voire plus. D'accord, ok. Donc, ça va être des formats assez massifs. Et dans la réalisation aussi, donc ça demandera aussi de changer certaines choses dans les machines, mais pour l'instant, le musée n'est pas en capacité d'acquérir l'œuvre à la fin. Mais donc du coup, c'est ça, on était en train de discuter il y a une volonté, mais une discussion sur les modalités, le comment, et à suivre, on en reparlera justement. Et donc là, sur le site, je vois... Oui, vas-y, Joséphine. Oui, on disait que justement, ça c'est le projet RUG, la première pièce de l'édifice. Et donc Thomas a toujours l'habitude de faire des séries. Vous pouvez aller voir son site internet, mais il y a les RAW, les RAD, comme on dit. Là, il y a les RUG. Et en fait, voilà, ces séries ils se renouvellent tout le temps dans son processus artistique. Et donc, peut-être que pour les prochaines, on envisagera de partir sur d'autres techniques ou savoir-faire.
On en a parlé peut-être. Au début, on parlait de broderie, voilà. Finalement, c'est le jacquard. Et ça peut être bien d'autres choses. Tu as parlé de collaboration, Thomas, tout à l'heure, avec d'autres artistes. Ça peut être Complètement. hyper intéressant. Ouais. Donc, voilà, toujours à Pour donner quelques pistes dans ce dont tu parles là, Joséphine, j'ai envie de réaliser à la fois des formats pour plus tard, hein. Des formats qui seraient potentiellement beaucoup plus petits, fins, potentiellement réalisés en soie, par exemple. J'ai aussi envie de tester des choses en volume. J'ai envie de tester des choses avec d'autres couleurs, etc. Donc voilà, ça s'ouvre à pas mal d'idées. Donc ça plutôt dans un temps long, et là ce temps court est consacré à... Non, mais c'est en effet. Non, mais on voit, ok, bon, on voit que c'est, voilà, on l'a dit, la rug, la première pierre qui va. Donc on peut imaginer d'autres collections, d'autres projets, et puis bon, bah, j'imagine jouer aussi, hein, justement. Enfin, je pense que cette exposition, forcément dont vous parlez, va structurer aussi potentiellement une fin de cycle et le début d'un autre potentiellement, j'imagine. Donc non, écoute, ravi de découvrir en tout cas ce projet Rug. Juste sur le site Verse, justement, Joséphine, je vois qu'il y a uniquement 9 pièces qui sont. Ça veut dire que les autres sont déjà réservées, c'est ça? Alors, toutes celles qui sont affichées sur Verse, c'est celles qui ont été payées. Donc, ce sont des précommandes. Voilà, toutes ont été vendues. Le reste, du coup, il en reste quelques-unes, du coup, disponibles. Et ça, moi, je suis disponible. Vous m'envoyez un petit message et je vous dis D'accord, donc oui, lesquelles. le mieux, donc c'est On pas reste sur en- Verse, donc ça sert à rien de faire un bid sur Verse. Le mieux, c'est de Voilà, contacter passer par nous. Joséphine pour voir le catalogue, quoi, c'est ça? Joséphine ou Thomas, ouais. Ah ouais. Voilà, Joséphine Thomas, et donc pour recevoir le catalogue et pour Ouais. échanger là-dessus. Juste, enfin, c'est vrai que moi j'aime bien toujours parler des prix, même si voilà, des fois c'est ennuyeux, mais c'est quand même bien de se situer. On a des grosses pièces, des moyennes pièces. C'est quoi les ordres de prix pour au point de départ pour une petite pièce, par exemple? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a fait tous les prix, tous les formats. D'accord. Le plus grand format, du coup, fait 2 mètres sur 1,50 m, ce qui est énorme, est à 8 000 €. D'ailleurs, D'accord. on en a vendu un voilà, il y a 2 jours pour un collectionneur américain. Mhm. On les roule en fait dans des tubes pour l'expédition, ce qui est assez D'accord. pratique. Et ensuite, l'exposition, on peut l'exposer donc sur un mur suspendu. Mhm. Ensuite, on a les moyens formats, du coup, qui sont à 2005. On a les petits formats, donc de 50 sur 30 cm, qui sont à 1003. Ok, très bien. 2005, moyen format, c'est quoi la taille? Alors, la taille, je vais te redire tout de suite, parce que là, je les ai en inch Bien sûr. devant moi. 39 sur 25 inch. On avait dit... Ouais, Thomas, c'est quoi? C'est du 80 sur... En non, gros, du c'est la 100, moitié. du 100 sur 120. Alors, je reprends juste pour le grand format, c'est 1,30 m de largeur sur 2 mètres. Donc, c'est la taille de la machine. Donc, c'est vraiment le max. Le Oui. moyen, c'est un quart de ce format-là quand on regarde visuellement. Donc, on divise tous les côtés par 2 et c'est 65 cm de largeur par 1 mètre de hauteur. D'accord, très bien. Ok, super. Ah ouais, ok, très bien. C'est très intéressant et je pense que ça va donner envie à des gens. Moi, ça me donne envie. Je vous remets dans la discussion tout. Voilà. Et en effet, ça reste. Je vous remets dans la discussion les dimensions et les prix. Ouais, vas-y. Vas-y. Et on les publiera dans l'article qui sera relié. Écoutez, non, moi, je voulais vous remercier. Je vous invite vraiment, je voulais vous féliciter. Et bravo aussi, Joséphine, pour ce travail que vous faites avec Kim. Parce que c'est vraiment hyper, très intéressant. Donc, on l'a pas dit, mais il y a un NFT qui va avec. Enfin, on l'a dit d'ailleurs, mais c'est ça. On a la pièce NFT qui va avec.
Et donc, je voulais simplement te féliciter, vous inviter du coup à Merci contacter Joséphine, donc l'agence Fusion. On repartagera aussi son compte. Et vous remercier d'être venu ce matin. Hâte de voir la suite. Et puis, pour ceux qui nous suivent tous les jours, demain, on va changer d'univers. On va parler de TCG, de Trading Card Game, donc de cartes Pokémon et de cette folie qui est en train d'envahir justement la blockchain. Et voilà. Et donc vendredi, on aura Patrick Tresset, donc avec Artemore aussi, pour parler donc de la collection qu'il vient de lancer. Donc merci, passez une excellente journée. Allez sur Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, John. Happy. Really happy.